Et donc on en a parlé vaguement, mais j'avais envie, c'est même nécessaire, de faire un topo assez exhaustif sur les systèmes nerveux. Alors ceux qui étaient là en première semaine, cette fois-ci, y ont eu droit. Je crois qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'une petite révision ne serait pas... Vous allez voir, c'est magnifique. Je prends un petit pas possible avec ce système nerveux. Alors la difficulté avec le système nerveux, c'est qu'il va falloir comprendre qu'il y a des dénominations, des catégories qui sont faites. Il y en a qui sont faites par fonction dans le système nerveux, et il y en a d'autres qui sont faites par localisation. Et vous avez peut-être entendu parler de système nerveux autonome, système nerveux central, système nerveux somatique, système nerveux parasympathique, système nerveux sympathique. Et tous ces noms, ils ne renvoient pas à la même chose. Donc, première classification en fonction de la localisation, c'est-à-dire classification géographique. La classification géographique, on dit, on a un système nerveux central. Le système nerveux central, c'est la boîte crânienne, le cerveau, le bulbe rachidien, cette partie qui est là, avec le cervelet, et puis c'est toute la moelle épinière. Ça, c'est un endroit physique, c'est un endroit géographique. Ça, c'est le système nerveux central. Et tout le reste, tout ce qui part de là et qui rayonne dans le corps, je vais prendre une autre couleur, tout ce qui rayonne dans le corps, pour aller toucher les glandes et les organes, c'est le système nerveux périphérique. Système nerveux central et système nerveux périphérique. Qu'est-ce que c'est que le système nerveux en tant que tel? Eh bien, c'est une cellule nerveuse à la base. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule nerveuse? Eh bien, une cellule nerveuse, ça ressemble à ça, schématiquement. C'est un noyau qu'on appelle neurone, avec des petits cheveux ébouriffés comme ça, qu'on appelle dendrites, je vais tout vous écrire, hein. Et puis, une sorte de trompe là, comme ça, qu'on appelle axone. Alors, voilà une cellule nerveuse, schématiquement, voilà comment on la représente, voilà ce qui rend compte de la réalité. Là, on a le noyau de la cellule nerveuse. Le cœur de la cellule nerveuse. Un cœur qui est comme toutes les cellules capable de produire de l'énergie et ainsi de suite, mais on ne va pas aller regarder en détail. Cette cellule, elle a les mêmes besoins que toutes les cellules de l'organisme. Respirer, comer et déféquer. Une fois que ça s'est réglé, elle est heureuse. Cette cellule, eh bien, elle va envoyer, contrairement aux autres cellules qui envoient parfois des messagers chimiques, des hormones, des produits chimiques dans l'organisme, elle va envoyer une impulsion électrique. Une impulsion électrique qui va se propager le long de cette grande trompe, alors qui peut être très longue, qui s'appelle l'axone. L'axone, c'est l'endroit par lequel va se propager l'information électrique. Cette axone, elle va arriver à cet endroit-là, qui est la terminaison de la cellule, qu'on appelle synapse. Et alors après la synapse, qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir une autre cellule nerveuse. Et l'ensemble de tout ça, avec le long axone, va former une fibre nerveuse. En fait, une fibre nerveuse, c'est des noyaux avec des petites têtes, avec un axone, une synapse, un noyau avec une petite tête, un axone, une synapse. Et c'est ça qui forme la fibre nerveuse. La fibre nerveuse, c'est ça. Et le potentiel électrique, c'est-à-dire l'information électrique, va se transmettre de proche en proche. Sauf que, il y a un farceur quand on a été créé, il y en a un qui a compliqué le tout. Au lieu que ça se transmette uniquement sous forme électrique, eh bien, au niveau de cette synapse-là, eh bien, ça ne touche pas exactement l'autre neurone. Ça ne touche pas exactement l'autre cellule nerveuse. Et entre les deux, eh bien, il va y avoir
nécessité de quelque chose pour faire passer de l'information. Ça ne se touche pas. Ce n'est pas une conduction électrique directe. Eh bien, d'un seul coup, au milieu de cette conduction électrique, blam, on se retrouve avec une conduction chimique. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui va être sécrété quand l'information électrique arrive ici. Eh bien, la synapse sécrète un élément chimique qui va quitter la synapse et venir toucher l'autre neurone pour redéclencher en cascade une information électrique. Et ce produit, donc on met de la transmission chimique au niveau de la transmission électrique. Vous n'allez pas me demander pourquoi, c'est le mystère de la création. Eh bien, ce petit bidule là qui se balade de l'un à l'autre, qui permet la conduction de l'information, bien que chimique, qui permet la conduction de l'information électrique, bien que ce soit un produit chimique, eh bien ça, on appelle ça un neurotransmetteur ou neuromédiateur. Neurotransmetteur qui permet la conduction de l'information. Alors, pour revenir à notre système nerveux, central et périphérique. Yo. En fait, dans les mois, là, on a vu que cette fibre nerveuse, donc après, quand tu nous fais le système nerveux, on voyait toujours par deux. Mais est-ce que, comme dans la fibre nerveuse que tu as dessinée en bas, ça peut être... Non, il n'y a jamais plus de deux qui se rajoutent. Toujours deux. Toujours deux. On va le voir en détail. Thierry, ouais. J'avais une question par rapport aux neurotransmetteurs, c'est ce que tu disais qu'on trouvait dans la viande. Exactement. Mais tu as dit que pendant la digestion, on transformait tout ce qui était complexe en simple. Oui. Et pour le refabriquer en fait ce qu'on a besoin. Et ça m'étonne qu'on puisse utiliser ces neurotransmetteurs directement. C'est-à-dire les absorber et qu'ils soient... Ah, la sérotonine et les choses comme ça, les hormones, l'adrénaline et les choses comme ça, elles sont transformées, enfin elles sont assimilées comme ça. Ce sont des micro-éléments, hein. Ce sont des vraiment micro-éléments qui peuvent passer la barrière intestinale. Pas de transformation. Non. Et les neurotransmetteurs qu'on absorbe par l'extérieur, comment ça se passe? Alors ils se transforment en impulsion électrique dans le neurone et puis après à nouveau... Non, en fait, si tu veux, c'est un peu comme... Imaginons, tu es en train de... Ça, c'est que ça commence, les questions d'Alexandra, ça, j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû te dire que c'était plat. C'est plat, il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas plus. Non, allez là, pas question. Est-ce que tu peux répéter ta question? En fait, ce que j'aimerais comprendre comment ça fonctionne quand on absorbe un neurotransmetteur. Comment ça se passe avec le neurone, vu que le neurone donne une impulsion électrique? Eh bien, le neurotransmetteur, il vient s'accumuler au niveau de la synapse. Et en fonction de l'impulsion électrique qu'il reçoit, il va être libéré. Il se remplit les poches, en fait. Enfin, c'est le neurone. Il arrive et ouais, d'accord. Parce que des neurotransmetteurs, tu verras tout à l'heure, il y en a qui sont produits au niveau de la synapse. Hein, et puis il y en a d'autres qui sont produites par d'autres parties du corps, en particulier les intestins, et qui vont venir s'accumuler là, et qui, dès qu'une impulsion électrique arrive, vont être libérés pour aller porter l'impulsion à l'autre. D'accord? Donc, quand on consomme des neurotransmetteurs et des neuromédiateurs, eh bien, ils sont accumulés au niveau de la synapse. Ils viennent s'accumuler à ce niveau-là. Donc, on reprend notre système nerveux central et périphérique de tout à l'heure, pour que vraiment vous voyez bien dans les détails comment ça marche tout Ça bien. veut dire quoi quand on consomme des neurotransmetteurs? Ça veut dire qu'on se... Dans la viande, Ah ouais, les hormones, les neurotransmetteurs. On a notre système nerveux central. Et après, on a notre système nerveux périphérique. Les neurotransmetteurs qu'on mange, ils passent ensuite dans le sang ou dans le corps? Dans le sang, ouais, et puis après ils sont vécus. Ouais. Ils sont, je veux dire, la barrière intestinale, elle les laisse passer. Ouais. Parce C'est qu'elle ne le- laisse pas tout passer, mais donc eux... Oui, tout à fait. Un nerf, qu'est-ce que c'est? Un nerf, ben, ça va être, donc je vous ai dit, là je vous le dis maintenant, on peut en avoir jusqu'à 2 neurones avec des axones à la suite. On va le voir en détail tout à l'heure pourquoi. Et comment ça se passe? Eh bien par exemple, on a un neurone qui a son noyau là, il va hop, avoir son axone qui fait comme ça et comme ça, et puis là, il y a la petite synapse. Et puis il y a un autre neurone qui est comme ça, et hop là, et qui arrive jusqu'à l'organe concerné.
Ce que je veux dire par là, c'est que ce nerf en tant que tel, eh bien, il utilise le système nerveux central sur cette distance-là, et après il utilise le système nerveux périphérique. On est en termes de localisation, c'est-à-dire que tant qu'on parle du nerf dans la partie cerveau, moelle épinière, on dit « Ah, il se trouve dans le système nerveux central », alors qu'ensuite, eh bien, il se trouve dans le système nerveux périphérique. C'est qu'une question de localisation. Tous les nerfs ont leur commencement dans le système nerveux central. C'est-à-dire que le premier noyau cellulaire, il se trouve soit dans la boîte crânienne, soit dans le bulbe rachidien, soit dans la colonne vertébrale. Il n'y a pas de nerf qui commence par exemple là, comme ça. Petit bonheur la chance. Non, non, ça commence toujours dans le système nerveux central. Donc, système nerveux central, système nerveux périphérique, c'est juste une question de localisation. Et alors, si on absorbe des neurotransmetteurs, est-ce que ça affaiblit la production Non. des synapses naturelles? Non. Non, mais ça témoigne d'un état d'épuisement et d'incapacité des synapses à produire leur propre. Ça témoigne, c'est tout. C'est un pis-aller, mais c'est un pis-aller pas adapté parce que ça ne va pas relancer la production. Tant qu'on ne répond pas aux conditions, finalement, il va rien avoir de changé. Maintenant, le système nerveux, comment est-ce qu'il fonctionne globalement? Pour simplifier, excusez-moi, je repasse. Pour simplifier, eh bien, il y a des récepteurs sensoriels. Donc, des récepteurs sensoriels au niveau des organes, au niveau de la peau, à différents niveaux, qui reçoivent une information. Et bien, ces récepteurs sensoriels, ils font remonter l'information jusqu'au système nerveux central. Donc jusqu'au cerveau, colonne vertébrale. Le système nerveux central traite l'information et puis il dit « Ok, en fonction de ce que je perçois là, eh bien, je vais agir de telle manière. » Et donc, il renvoie une information, le système nerveux central, pour agir sur un organe cible. Donc, si on le représente autrement, hop, on a un neurone sensoriel avec un axone qui arrive jusque dans le système nerveux central. Et en réaction, on a un petit neurone dans le système nerveux central avec son axone qui vient agir sur un organe. Ça, vous y voyez? Et les récepteurs sensoriels, ouais. Ils sont aussi d'abord commandés par le système nerveux. Non, les récepteurs sensoriels, c'est les récepteurs qui vont sentir une sensation quelconque au niveau de la peau, au niveau d'un organe, au niveau d'une situation, un engorgement, une pression sur ton foie, des choses comme ça. Ils envoient une information au système nerveux central, donc à quelque chose disposé dans le système nerveux central qui, en regard, va envoyer une information. Cette information-là, il y a un seul neurone. C'est-à-dire que depuis l'endroit où on perçoit la sensation jusqu'au cerveau, eh bien, il y a un seul axone, il n'y a pas de synapse. C'est la continuation, c'est la conduction directe. Mais c'est très long alors. Très long, oui. Très très long. L'axone est très long. Il peut faire 1,50 m ou des choses comme ça. Absolument. C'est très long. La fibre nerveuse, en vérité, c'est presque qu'un axone la plupart du temps. À part qu'il y en ait deux à la continuation, mais sinon, la fibre nerveuse, c'est l'axone en tant que tel. Donc ça, c'est pour le système nerveux. Alors après, on a défini deux types de systèmes nerveux. Le système nerveux autonome et le système nerveux volontaire. Système nerveux volontaire, c'est le système nerveux qui va faire des actions volontaires. Alors, c'est quoi une action volontaire? C'est ça, par exemple. Là, je décide de lever ma main, c'est volontaire. Les réflexes, alors ils sont... Ah, ça dépend lesquels. Mais si c'est un réflexe, c'est autonome. Ça, c'est un système nerveux volontaire. Ok? Et puis en même temps que je fais ça,
ben, il y a mon cœur qui bat, il y a mes poumons qui fonctionnent, il y a mes reins qui fonctionnent, il y a mon péristaltine intestinal, je bloque pas mes selles pendant autant, il y a ma digestion qui fonctionne, tout ça, ça fonctionne, et ça, par contre, je n'en ai pas conscience. Eh bien, ça, c'est le système nerveux autonome. Volontaire, autonome. Volontaire, ça dépend de ma volonté, d'un calcul. Autonome, c'est complètement autonome, c'est-à-dire que ça se fait malgré moi, bien que je ne les ai pas en conscience. Et donc, pour le système nerveux volontaire, on va dire, ben, le schéma qu'on va avoir, excusez-moi, d'ailleurs, il faut mettre beaucoup de choses en place, mais vous allez voir à quel point c'est absolument génial tout ça. Donc pour le système nerveux volontaire, on va avoir un neurone avec son axone qui arrive au niveau du système nerveux central. Et puis, en réaction à ce stimulus et à cette information, eh bien, une action qui part du système nerveux central et qui arrive, en l'occurrence, c'est un muscle. Parce que le système nerveux volontaire, ça traite des muscles. Donc ça ne va pas sur un organe, mais ça va sur un muscle. Qui va venir contracter ou relâcher un muscle. Alors la particularité, c'est que là, on a un seul neurone avec un seul axone. Là, on a un seul neurone avec un seul axone. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'information, elle part du cerveau ou du système nerveux central, et que c'est pas coupé, eh bien l'information, elle arrive intacte au niveau du muscle. Il n'y a pas de perturbation du signal. Le signal, il part de là, à part que la voie soit coupée, il arrive directement. Pour le système nerveux autonome, je vais répéter, si après tu as des questions. Pour le système nerveux autonome, ça marche différemment. On a... Les cellules nerveuses démarraient du système nerveux central au départ. Oui, les cellules nerveuses qu'on dit efférentes, donc ils vont avoir une action. Il y a les afférentes qui renvoient des informations depuis les systèmes. Là, c'est elle qui renvoie, là, c'est ce que tu dis. Exactement. Je parlais de celle-là, qui partent toujours du système nerveux. Non, je suis désolé, ça a du mal à imprimer à cause de... Donc pour le système nerveux autonome, c'est différent. On a notre information qui remonte. Donc j'indique le sens de propagation de l'information. Vous y voyez quelque chose? Pas trop. Hein. Thierry. Yo. Thierry. Oui. Ah, ouh. Merci beaucoup. Ah oui, ça change tout. Donc vous avez votre information qui remonte depuis, alors comme on parle du système nerveux autonome, depuis l'organe, la glande, le tissu de l'organisme, ça arrive au système nerveux central, et puis là, ça repart, sauf que, avant de toucher l'organe ou la glande concernée, j'éloigne un peu ça, avant de toucher l'organe ou la glande concernée, eh bien il va y avoir un relais. C'est-à-dire qu'il y a deux neurones, il y a deux cellules nerveuses en continuité. Et c'est là que vont jouer les neurotransmetteurs, les neuromédiateurs. Et ça fait une sacrée différence par rapport à ça, parce que, en fonction de la quantité de neurotransmetteurs, l'information qui part de là, elle va pouvoir être transmise intégralement ou partiellement. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir une modulation dans la transmission de l'information. C'est-à-dire que ce n'est pas du 0 ou 1, mais qu'entre 0 et 1, il y a une gradation, et que ça va dépendre de la capacité de la synapse à produire des neurotransmetteurs. Et ça change tout au niveau des réactions, c'est-à-dire que ce n'est pas une réaction binaire. Il y a d'autres différences entre ces deux systèmes, c'est que là, le long de cette fibre, il y a quelque chose qu'on appelle la myéline.
La myéline, c'est une gaine qui entoure cet axone et qui va littéralement le protéger et permettre la conduction beaucoup plus rapide de l'information. C'est la gaine de myéline, elle est de type grasse, elle est faite à partir d'acides gras. Et c'est par exemple quand on a ce qu'on appelle la maladie de Parkinson, non, la sclérose en plaques, pardon. La sclérose en plaques, et bien la sclérose en plaques, c'est l'attaque de la gaine de myéline. Attaque de la gaine de myéline par quoi? Pas par les méchants Pac-Man, mais par les acides, tout simplement. Qui viennent ronger littéralement. Attaque de la gaine de myéline, et donc perturbation de la conduction de l'information. Sur ces fibres-là, il y a beaucoup moins de myéline. Ce qui fait que l'information, dans le cas du système nerveux volontaire, transite toujours plus vite que dans le cas du système nerveux autonome. Et c'est ce qui explique aussi que les atteintes de type sclérose en plaques concernent le système nerveux volontaire et non pas celui autonome. Parce que la myéline, là, il n'y en a pas, donc elle ne peut pas être attaquée. Les nerfs peuvent être attaqués directement, ils sont moins protégés, mais par contre, il n'y a pas d'attaque de la gaine de myéline, donc il n'y a pas cette perturbation. Il y a une explication pour laquelle tout ce qui concerne le système nerveux autonome serait composé chaque fois de 2 nerfs, alors que c'est les nerfs de la vie aussi. Ah oui, alors ça c'est pas mon ressort. Ça. C'est curieux, c'est étonnant. Tu vas, il doit y avoir une raison. Tu vas t'adresser au bon barbu pour lui demander pourquoi il a fait ça. Moi je veux dire, je ne rends pas de compte. Moi je décris comment c'est. Non, il n'y a pas de. Ça me. Je sais pas, on pourrait peut-être imaginer trouver des. Voilà, je crois que pour moi, dans ma façon d'appréhender les choses, ça reste le domaine où je dis ok, c'est ainsi. Ouais. Je constate que c'est ainsi. C'est le sans pourquoi quoi, pour moi. Je constate et je fais avec. Je m'en acclimate. J'aimerais juste revenir sur le système nerveux autonome, puisque là, je n'ai pas tout compris. C'est parce qu'il y a plusieurs synapses ou parce que... Dans le système nerveux autonome, oui, l'information, elle part par un neurone, et entre-temps, avant d'atteindre l'organe, eh bien, il va passer le relais à un autre neurone au travers d'une synapse. Il y en a 2 à la suite. Il n'y en a jamais plus de 2 dans une fibre nerveuse. Soit il y en a 1, soit il y en a 2. Et c'est le fait qu'il y ait 2 et qu'il y ait cette petite interface, cette petite zone floue qui va dépendre de la quantité de neurotransmetteurs, qui va faire qu'il va y avoir une modulation dans la réponse. Et quelque part, le système nerveux volontaire, il est un peu basique. C'est un peu le système on chope l'autre et on le bute, quoi. C'est un peu ça. Le système nerveux autonome, ça va être beaucoup plus raffiné. Il y a une modulation, il y a une adaptation. C'est un peu le style italien, quoi. Comme ça. L'autre, c'est un petit... Et ça, c'est... Oh, mais tu sais, c'est pas tout à fait ça, mais non, mais qu'on complique et tout, tu vois. Mais c'est lui, ça c'est baratineur. L'autre, c'est... Lui, c'est baratineur. Oui, mais c'est en fonction de la quantité, de la qualité du neurotransmetteur que l'information va être transmise. Exactement. Plus ça sera bas, plus ça sera fin, et plus ça sera élevé, plus ça sera plus. Exactement. Et donc ça permet la modulation. Ça permet la modulation. Le système nerveux autonome est un système nerveux dans lequel il y a modulation. Alors que l'autre, c'est tout ou rien. Exactement, exactement. Donc, le système nerveux volontaire, tout ou rien, Rambo et Schwarzenegger, on laisse tomber, on s'en moque, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc ils ne sont pas intéressants, parce qu'à la limite, bon, on n'a pas grand-chose à en dire. Par contre... Thierry, une question. Oui. Quand tu parles que la synapse allait couper, par exemple, dans une intervention chirurgicale, alors qu'il coupe les terminaisons nerveuses, comme ça, les liaisons. Ouais. Comment ça se passe après la régénération? Eh bien, ça dépend à quel point c'est coupé. Ça dépend à quel point c'est coupé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nerf, dans le corps humain à peu près, innerve 200 à 300 cellules. Bon, les cellules, on en a 90 millions. Hein. Donc, bon, il y a beaucoup de nerfs. Hein. Il y a beaucoup de nerfs. Un nerf innerve 200 à 300 cellules dans le corps humain, globalement. Alors, c'est là d'ailleurs où il y a une différence avec l'œil. C'est que l'œil est la seule partie du corps où il y a une différence. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un nerf innerve 200 à 300 cellules, dans l'œil, un nerf innerve 5 à 6 cellules. Ça veut dire que un nerf va être localisé à un point très très particulier. Et ça va expliquer que dans une si petite surface, on puisse retrouver autant d'informations. Parce que c'est très très localisé. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand la terminaison nerveuse est coupée? Eh bien, la terminaison nerveuse peut se régénérer, mais c'est en fonction des matériaux disponibles et de l'énergie du corps pour le faire, uniquement. Donc il y en a qui se régénèrent, vraiment, on voit des choses absolument extraordinaires. Il n'y a aucun empêchement à ça, mais il y en a qui ne se régénèrent pas du tout.
Et tu disais que la myéline, il y en a plus dans le système volontaire. Et donc au niveau de la sclérose en plaques, ça fait quoi alors Ben, ça fait que la sclérose, le phénomène de sclérose touche beaucoup plus le système nerveux volontaire. C'est-à-dire c'est au niveau musculaire que ça va toucher et pas tant au niveau autonome. Au niveau autonome, c'est autre chose. Exactement, perte de motricité volontaire. C'est-à-dire que la personne ne peut plus... Par contre, son cœur va fonctionner à peu près bien. Et sa tête fonctionne bien. Et sa tête fonctionne bien, voilà, ainsi de suite. Bon, alors jusque-là, c'était très simple. Jusque-là, c'était très simple, mais, il y a un petit pervers qui tire les ficelles qui a... Alors bon, il faut comprendre que les choses sont très simples. Ce qui est compliqué, c'est notre façon d'en rendre compte. Soyons clairs. On avait... On va reprendre. Notre système nerveux central. Avec la moelle épinière. Ok? On a notre neurone. Alors là, on est dans le système nerveux autonome, c'est-à-dire avec deux neurones à la suite. On a notre neurone, par exemple, il peut être là. Il pourrait être là et il est là. On prend celui-là là. Ok? Il a son axone qui descend comme ça. Puis il part vers le système, par le système nerveux périphérique. Il arrive. Il a une synapse. Il arrive sur ce neurone qui arrive sur l'organe concerné. Ok? Là, c'est normal. Et puis il y en a d'autres, ils partent de là, ils descendent pareil là-dedans, et puis je le fais à un autre endroit, mais ça n'a pas d'importance, ils vont partir, et puis ils vont faire synapse très très tôt, c'est-à-dire très très proche de la colonne vertébrale, et puis après, ça va être long pour arriver jusqu'à l'organe. Donc en clair, on a défini deux types de systèmes. L'un dans lequel le premier axone est long et le deuxième est court. L'autre dans lequel le premier axone est court et le deuxième axone est long. Ce qui fait que globalement, dans le premier, eh bien, le deuxième neurone est proche de l'organe, alors que dans le second, le neurone est proche de la colonne vertébrale. Hein? Ces synapses et ces neurones, elles sont protégées par ce qu'on appelle un ganglion nerveux. Hein? Donc, dans ce système, le ganglion nerveux est proche de l'organe. Dans ce système, le ganglion nerveux est proche de la colonne vertébrale. Alors vous allez me dire, bon, après, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce truc-là? Enfin, je veux dire, c'est juste de la cogitation. Eh bien, il n'y a pas que cette différence en termes... Oui. Alors, dans ce système-là, premier axone long, deuxième court, le ganglion nerveux, il est proche de l'organe. Dans ce système-là, premier axone court, deuxième axone long, eh bien le ganglion nerveux est proche de la colonne vertébrale. On a donné des noms à ces systèmes. Parce que vous allez voir, en plus de la longueur des axones dont on n'a strictement rien à faire, il y a des caractéristiques qui sont beaucoup plus intéressantes. On a donné le nom de celui-ci, dans lequel finalement le ganglion est proche de l'organe. On l'a appelé le système nerveux parasympathique. N'inquiétez pas, on va le regarder plusieurs fois, on va l'exprimer plusieurs fois. Et l'autre, dans lequel le ganglion nerveux est proche de la moelle épinière, eh bien on l'a appelé le système nerveux sympathique. On va le reprendre schématiquement tout à l'heure. Hein. Pas d'affolement. Alors bon, à la limite, si c'était qu'une question de disposition de ganglion, on dirait, bon d'accord, t'es gentil, mais bon, après on s'en fiche. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Une deuxième caractéristique, quand même, je vous ai parlé des neurotransmetteurs. Hein? Eh bien, dans celui-ci, dans le parasympathique, à ce niveau-là, donc au niveau de la première synapse, on a un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine. Acétylcholine. Et au niveau du deuxième, pour arriver sur l'organe, on a un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine. Donc on a les deux mêmes. Parasympathique, oui.
acétylcholine et acétylcholine. On va le représenter schématiquement dans 2 minutes. Hein. Acétylcholine et acétylcholine. Dans le sympathique, eh bien on a acétylcholine et là, on n'a pas acétylcholine. On a un produit qui s'appelle la noradrénaline. La noradrénaline, c'est ce qu'on appelle une neurohormone, c'est-à-dire c'est une hormone qui joue aussi le rôle de neurotransmetteur et qui est produite par les glandes surrénales. Donc ce que ça nous dit tout de suite, c'est que si les glandes surrénales sont HS, le système sympathique ne peut pas fonctionner, ne peut pas transmettre son information. L'acétylcholine, elle est produite la plupart du temps directement au niveau de la synapse. Donc elle ne dépend pas d'un autre organe. Alors que la noradrénaline, elle est produite par les glandes surrénales. Alors on va reprendre ça en schéma. Ne vous inquiétez pas. Non, vous le refaites pas, il faut le ment pas. Et... tout va bien. Tu disais tout à l'heure que c'est produit par les neurotransmetteurs. Non, certains, tu verras lesquels sont fondés. Non, pas ceux-là. Enfin, si, les intestins produisent un petit peu d'acétylcholine. C'est principalement produit par la synapse, l'acétylcholine, mais il y en a aussi pas mal qui viennent des intestins. Donc on reprend. Système nerveux autonome. On est dans le système nerveux autonome. On a une première possibilité. Alors attendez, je vais le faire court. Première possibilité, on a notre premier neurone qui est dans le système nerveux central. Ça, c'est de la localisation. C'est-à-dire, notre premier neurone, il est installé soit dans le cerveau, soit dans le bulbe rachidien, soit dans la moelle épinière. Ok, il envoie son axone qui est relativement court, qui arrive sur un deuxième neurone, qui lui a un axone très long, qui va arriver jusqu'à l'organe. Et là, on a un ganglion lymphatique. Ce ganglion lymphatique va être proche de la colonne vertébrale. Ganglion nerveux. Ganglion nerveux va être proche de la colonne vertébrale. Ici, on a acétylcholine. Ça s'écrit acétylcholine. Et ici, parce que vous voyez bien, l'information électrique, elle arrive là. Après, il faut que ça aille toucher l'organe. Eh bien, ça va toucher l'organe avec un produit qui est de type hormonal. Eh bien, c'est de la noradrénaline. L'adrénaline et la noradrénaline étant produites par la glande surrénale. Donc, le système sympathique, je le marque là. Et la noradrénaline, c'est aussi un neurotransmetteur? Ouais, c'est une neurohormone. C'est à la fois une hormone et un neurotransmetteur. Elle joue les deux rôles. Et les neurotransmetteurs, c'est quelque chose de chimique mais un peu liquide ou... Non, c'est des produits hormonaux. Ouais. Alors, un neurotransmetteur, il faut regarder la formule chimique d'un neurotransmetteur. On ne va pas rentrer là-dedans. La sérotonine et ainsi de suite. Non, on va éviter. Parce que voilà. Mais c'est un liquide. C'est sous forme liquide. Ce sont des cellules, enfin, ce sont des éléments, des micro-éléments, des minéraux, des choses comme ça. Donc, ça, c'est le système nerveux sympathique. Voilà. Ensuite, le parasympathique, qu'est-ce qu'on a? On a notre neurone. Un long premier axone, et puis un deuxième axone beaucoup plus court. Avec là toujours le ganglion. Le ganglion, forcément, il est proche de l'organe, puisque le long premier axone. Ça, c'est le parasympathique. Et vous allez voir, ça ne sert pas à rien tout ce qu'on fait là. C'est juste pas, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Et là, on a acétylcholine ici, acétylcholine ici. Alors vous allez me dire, ok, il n'y a pas les mêmes longueurs d'axone. Ok, il n'y a pas les mêmes neurotransmetteurs. Mais entre nous, qu'est-ce qu'on en a à faire? On s'en fiche complètement. Eh bien non, on ne s'en fiche pas complètement. Parce que on a remarqué quelque chose d'extraordinaire. C'est que les fibres qui correspondent à ce schéma-là,
c'est-à-dire qui ont un premier court, un deuxième long, qui ont de l'acétylcholine puis de la noradrénaline, ont des fonctions dans l'organisme qui sont radicalement différentes de ces fibres-là. Et pour ça, je vous renvoie à votre petit cahier avec un œil. Bon, je ne vais pas le prendre là-dedans. Voilà. À la fin de votre cahier, vous devez avoir un schéma, un tableau, avec marqué effet de la stimulation sympathique. Effet, oui. Ouais, c'est au niveau de la cuisine. Tu vas ? Pour chaque organe, il y a les deux qui fonctionnent. Tu vas le voir. Vous allez voir, c'est génial. Pour l'instant, c'est un peu laborieux parce qu'on met tout le puzzle en place et ça tourne dans tous les sens. Mais alors, dans quelques minutes, il va y avoir le happy end et alors là, c'est du... Ah, c'est du Sergio Leone. Ah ouais, avec la dramaturgie, ça va monter, les violons, tout ça, le règlement de compte et tout. Alors, attendez, là, le héros, il n'est pas encore arrivé en ville, donc on ne peut pas faire encore le règlement de compte. On s'est rendu compte qu'en plus de leur différence en termes de longueur d'axone, ça, c'est un truc pour les chercheurs. En plus de leur différence en termes de neurotransmetteurs impliqués, ça encore, c'est un truc, ça fait plaisir aux chercheurs, mais on s'en fiche. Eh bien, il y avait une différence fondamentale dans leur action. Et, comme le dit si bien Monique, on s'est rendu compte que pour un même organe ou une même glande, la plupart du temps, on a à la fois un nerf de type sympathique et un nerf de type parasympathique qui va y arriver. Pour le cœur, pour les reins, pour le foie, on va avoir chaque fois deux types de nerfs qui vont y arriver. Et que ces nerfs vont avoir des actions plutôt antagonistes. Et c'est pour ça que je vous ai mis ce petit tableau. Vous pouvez regarder. Par exemple, pour le cœur, le nerf sympathique va augmenter la fréquence cardiaque. Le nerf parasympathique va diminuer la fréquence cardiaque. Et pour chaque organe, il y a deux. Exactement. Pour chaque organe, il va y avoir un parasympathique et un sympathique. Il y a certains organes qui ne sont innervés que par l'un d'entre eux. On le verra peut-être tout à l'heure, mais ils sont très rares. La plupart sont innervés par les deux. C'est un seul nerf. Ouais, un seul nerf qui va arriver, oui. C'est pas un faisceau qui fait la... Alors, je réponds à ta question juste après, Christian. Au niveau des vaisseaux sanguins, eh bien, le nerf sympathique va amener une constriction du vaisseau sanguin. Donc vous imaginez que s'il est constrict, contracté, oui, que s'il est contracté, ouais. C'est Nicolas qui gagne le vaisseau sanguin. Alors s'il est contracté, eh bien la pression va augmenter. Ça dilate les bronches, alors que le parasympathique, il rétracte les bronches. Ça relâche la vessie. Relâchement de la vessie, des muscles de la vessie, ça veut dire qu'on ne va pas uriner. Alors que le parasympathique contracte les muscles de la vessie, ça veut dire qu'on va faire pipi. Globalement, si vous regardez les effets de la stimulation sympathique, c'est la stimulation qui va faire partie du système lutte ou fuite. C'est ce qui nous met en mouvement. Le cœur accélère, le débit du sang accélère, la digestion se coupe, on ne fait pas pipi, on ne digère plus. Mais tout ça, c'est le système sympathique. Et comme par hasard, le système sympathique, il fonctionne grâce aux glandes surrénales. C'est pour ça que je vous dis que quand on est soumis à des stress répétés, stress répété veut dire sollicitation du système sympathique. Eh bien, sollicitation du système sympathique veut dire sollicitation des glandes surrénales pour produire de la noradrénaline. Et au bout d'un moment, eh bien, les glandes surrénales, elles s'épuisent. Elles n'arrivent plus à produire assez de noradrénaline. Ce qui fait que le système sympathique ne peut plus faire son travail. Et à ce moment-là, on tombe dans l'état du parasympathique. Le parasympathique, c'est le ragamuffin, cool. Tranquille. Dilatation des vaisseaux sanguins. Diminution de la fréquence cardiaque. Pam, padam, papam, pam, pam. On digère bien, on fait pipi, tout va bien.
Ben ça, c'est le parasympathique. Le système parasympathique prend le dessus si le système sympathique est épuisé. Le système sympathique est épuisé à force de sollicitation, et à un moment, les glandes surrénales ne peuvent plus produire assez de noradrénaline. Ça, c'est ce qu'on appelle le système lutte ou fuite. L'autre, c'est celui qu'on appelle le système calme-contact. Le système sympathique est le système lutte ou fuite, et le système parasympathique est le système calme-contact. Thierry, Ouais. qu'est-ce que tu penses qu'il y a certaines écoles de naturopathie qui disent que parfois il y a une hypersympathique Oui. et que parfois il y a une hyperparasympathicotonie qui ne vient pas D'un épuisement qui ne vient pas d'un épuisement du sympathique. Exactement. Que j'ai pas bien compris comment ça fonctionnait, mais ouais, il y a un naturopathe. Alors, il peut y avoir une hyperstimulation du parasympathique, c'est rare, hein, mais je l'ai vu par exemple chez les consommateurs d'opium. Chez les consommateurs d'opium, alors ça se traduit, et vous le verrez, c'est là où on va bien retomber sur nos yeux, et vous verrez à quel point dans les yeux, cet antagonisme entre sympathique et parasympathique détermine quasiment toute l'observation qu'on va faire dans l'œil. On le verra ça tout à l'heure ou demain. Eh bien, le système sympathique, il dilate la pupille. Le parasympathique, il contracte la pupille. Et par exemple, chez les consommateurs d'opium, eh bien, j'ai vu des pupilles quasiment réduites à rien du tout. Il n'y a plus de pupilles. C'est juste l'œil et il n'y a plus de pupilles du tout. Donc là, c'est une hyperstimulation parasympathique. Sinon, moi, à mon sens, il n'y a de dominance parasympathique que parce qu'il y a un épuisement sympathique. Alors, jusqu'à preuve du contraire, il faudrait peut-être qu'on en reparle ou que tu me détailles exactement qu'est-ce qui peut justifier ça, mais j'ai jamais vu de dominance parasympathique a priori. Hein, de dominance du système nerveux calme-contact, a priori, j'ai jamais vu ça. Quelque part, en simplifiant, on pourrait dire que ça, c'est le système sympathique, c'est le système acidifiant, c'est l'acidification, c'est le catabolisme, et ça, c'est l'anabolisme, le parasympathique. Donc voilà ces deux systèmes, eh bien, qui doivent littéralement cohabiter. C'est-à-dire que c'est de l'équilibre des deux que va être déterminée la bonne santé, entre guillemets, de l'individu. Il ne s'agit pas que l'un domine sur l'autre. Et si l'un s'écroule, eh bien, l'autre prend le dessus. Sympathique, parasympathique. Sébastien. Et est-ce que c'est si grave que ça que le sympathique il soit en dessous du... Ah bah, c'est pas gravissime. Ça va juste faire que tu es complètement épuisé. C'est fatigue chronique. Fatigue chronique, effondrement complet du système sympathique. Et la plupart du temps, effondrement complet. Pourquoi? Parce que pendant un temps, le sympathique a été super sollicité, parce qu'il y avait un stress, il y avait un effort à faire, et ainsi de suite. Donc, il a tiré énormément sur les glandes surrénales, et au moins les glandes surrénales, elles ne peuvent plus produire de noradrénaline. Et puis même, toute l'acétylcholine commence à être épuisée aussi. Donc, bim, de ce coup, il coupe. Et là, on tombe en parasympathicotomie, c'est-à-dire état léthargique. État vraiment léthargique. Et c'est pour ça qu'il faut autant régénérer les glandes surrénales pour avoir à nouveau ces neurotransmetteurs. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, pour revenir au sujet de ce matin, qu'on aille chercher ça dans les produits animaux, parce que un animal, quand il est dans le couloir avant l'abattage, hein, il n'est pas cool possible. Je peux confirmer. Une fois, j'ai dormi à côté d'un abattoir alors que je voyageais à vélo. Je me suis couché sous un auvent et puis au petit matin, je n'avais pas réalisé. Donc j'ai trouvé un auvent, il allait pleuvoir, c'était en Lozère. Et puis au petit matin, j'ai entendu les couinements. Et j'ai rapidement compris ce que c'était. C'était un peu rock'n'roll. Et donc, les hormones de peur, de stress, adrénaline, noradrénaline. Donc dans les tissus animaux, on va retrouver ces neurotransmetteurs-là. Donc après, nous, on les utilise pour nous-mêmes. Et c'est quoi les symptômes de la société de consommation? La peur. Ouais, la peur. Complètement, complètement, la peur. La peur. Ok. Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? Non? Bon, on le reverra quand on va parler de l'œil. Souvenez-vous aussi, et ça va être intéressant pour l'œil, et on peut le faire quand même maintenant, au niveau de l'œil, je vous ai dit, la pupille, alors, dans un œil, on va faire ça rapido, iris, pupille. Ça c'est l'iris, ça c'est la pupille. On verra ça en détail tout à l'heure ou demain. Eh bien,
au niveau de la pupille, la dilatation ou la constriction de la pupille dépendent de la lutte entre système nerveux sympathique et parasympathique. Comment ça se fait? En fait, à partir de la pupille, il y a des tas de nerfs qui partent. Et ces nerfs commandent des muscles qu'on appelle les muscles stricteurs de la pupille. C'est-à-dire c'est eux qui vont fermer la pupille, qui vont la stricteur. Enfin, voilà, vous voyez. La recette, voilà. Ces muscles et ces fibres, ces muscles innervés par le système parasympathique prennent leur début ici et vont jusque là. A l'inverse, il y a des fibres nerveuses et musculaires innervées par le système sympathique qui prennent leur début là et qui arrivent comme ça. Je vais me dégager pour ceux qui ne voient pas. Ne vous inquiétez pas. Ok? Donc, d'un côté, ça tire, ça c'est le muscle dilatateur, et de l'autre côté, ça tire dans l'autre sens. Et c'est de l'équilibre. Et là, on va déterminer une ligne qu'on verra dans les yeux. Cette ligne représentant quelque part l'équilibre de tension entre ces fibres musculaires qui sont innervées par le système sympathique et ces fibres musculaires qui sont innervées par le système parasympathique. Eh bien, c'est de l'équilibre des deux, finalement, que dépendra la dilatation de la pupille, la forme de la pupille. Imaginons, si cette fibre-là tire plus fort que cette fibre-là, eh bien là, on va avoir une déformation de la pupille. Et puis, on va avoir aussi une déformation de là. D'accord? Si cette fibre-là tire moins fort que cette fibre-là, ben là, au contraire, ça va s'effondrer. Comprenez? À toutes les échelles. Il y en a des milliers. Et l'extérieur, c'est quoi? Enfin, lequel est sympathique? Sympathique, parasympathique. Et donc, pour chacun des organes correspondant à la zone qui nous concerne, on va avoir un état d'aperçu de la stimulation sympathique et parasympathique pour cet organe. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, pour le cœur, au niveau du cœur, eh ben, ça tire comme ça, mais le cœur, il est hyper stimulé au niveau sympathique, et finalement, le parasympathique, il est en hypostimulation. Et ça va nous parler énormément. Ce cercle-là, ce cercle virtuel, là, qui est créé par l'interface entre les deux, on appelle ça la collerette. Et l'étude de la collerette, de la forme de la pupille, va être très, très, très importante demain. Ah, c'est clair, c'est dessus, ouais. D'accord. Donc voilà, sympathique et parasympathique. Ça va, c'est à peu près clair? Oui. Alors, ça c'est vachement intéressant tout ce que je vous ai présenté. Ça veut dire que les yeux révèlent l'état des organes, mais aussi dépendent des organes. La santé des yeux dépend des organes. Non, absolument pas. Non, ils révèlent, mais ça ne modifie rien à leur composition à eux. Ça ne modifie rien à leur état. On va voir ça qu'on va parler des yeux. Non, non, ça révèle. Mais donc, les vaisseaux dilatateurs du sang sont les vaisseaux du système parasympathique. Alors, pardon? Les vaisseaux du système parasympathique. Ça Exactement. Les nerfs du système parasympathique innervent les muscles qui contrôlent la dilatation de la pupille. Et est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que donc par-dessus, il y a la collerette là en fait, qui... La collerette, c'est la zone d'interaction entre les deux. Oui, mais alors, je m'explique. En fait, est-ce qu'il y a un lien entre tous ces nerfs et le système intestinal, puisque c'est à cet endroit-là aussi qu'on voit la collerette? Ah mais ça, on en parlera demain. D'accord. On en parlera demain. Oui. Est-ce que le parasympathique, il peut s'effondrer? Ah bah oui, si le corps est vraiment complètement épuisé, mais là c'est la mort. Ah oui. C'est la mort. Ouais, parce que là, tu n'as plus de l'acétylcholine, et alors là c'est la mort. Parce que le sympathique s'effondre toujours avant le parasympathique,
On voit rarement quelqu'un mourir en train de danser le twist, enfin, tu vois, à toute vitesse d'habitude, il y a un moment où tout s'effondre, il commence à être crevé, et puis c'est quand il est crevé que là, alors là à ce moment-là, tout s'effondre complètement. Donc, vous voyez, par exemple, les personnes qui ont un arrêt cardiaque, hein, ben, typiquement, c'est un sympathique qui n'existe plus, le sympathique stimule les contractions cardiaques, et un parasympathique qui prédomine au maximum, hein, qui ralentit. Alors, il a beau être épuisé, vu que là, il y a 0, hein, même si lui est épuisé, il surprédomine. Hein. Bon, tout ça, ce que je vous ai montré jusque-là, c'était vrai jusqu'en 1986. C'est là où Sergio Leone rentre en scène. C'est là où quoi? Sergio Leone. Parce que je vous avais dit. Alors, vous avez dit, on prend le système nerveux autonome. Ok? Des muscles, des fibres nerveuses envoient l'information au système nerveux central, hein, et le système nerveux central a une réponse de type parasympathique et une réponse de type sympathique. Ok? Non, ben. Et ça, ben, tous les organes du corps étaient concernés. Sauf que, dans les années 70, il y avait un petit gars qui s'appelle toujours Michael Gerson. Rien à voir avec le docteur Max Gerson. Hein. Gerson, G-H-E-R-S-O-N. Michael Gerson, qui lui commençait à dire, mais vous savez, tout ça c'est bien joli, mais moi je crois qu'il y a une autre distinction à faire dans tout ça, parce qu'il y a un système nerveux qui est complètement indépendant de ça. Et c'est un système nerveux qui est propre aux entrailles, aux intestins. Et il appelait ça système nerveux entérique. Et puis alors, bon, Michael Gerson, c'était un peu la tarte à la crème de tous les congrès de neurologie. Et quand il se pointait, on savait qu'on allait rigoler. Il présentait sa théorie, tous ses copains lui disaient, bon, t'es bien gentil, prends ta pelle et ton seau, on va jouer au bac à sable. Et il se faisait chaque fois bouter, on lui sortait des arguments et tout. Mais lui, coûte que coûte, il n'en démordait pas. Et puis en 1986, il y a eu un très grand congrès qui s'est passé, je crois, à Stockholm, un truc dans le genre. Et il y avait deux de ses plus fervents opposants, un Italien et un Australien, qui étaient un peu les invités guest stars du congrès. Du style, c'était la mise à mort de Gerson. Il s'y attendait, les deux allaient lui avoir sa dépouille. Il n'est même pas allé à ce congrès. Et donc l'Italien a commencé à prendre la parole. Et là, il a dit, écoutez, voilà, vous connaissez Michael Gerson, toutes ces théories farfelues qu'il nous a balancées depuis 15 ou 20 ans sans discontinuer, enfin 15 ans sans discontinuer. Alors, moi, il y a 1 an et demi, il y a des événements très particuliers qui sont passés dans mon laboratoire, au niveau expérimental, qui m'a poussé à faire des expériences un peu plus poussées. Et durant cette année et demie, eh bien, j'ai exploré pour valider totalement à 100% et sans retenue la théorie de Gerson. Et durant les 2 heures de ma présentation, je vais vous prouver que tout ce qu'il nous a dit était strictement vrai. L'Australien est arrivé derrière, et par une autre voie, il est arrivé exactement au même résultat. Et ça a été, l'apparition d'un nouveau système nerveux, en tant que tel, le système nerveux entérique. Système nerveux entérique. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être un nouveau système nerveux? Il faudrait quand même qu'il ait des caractéristiques différentes, ce système nerveux, pour qu'on le qualifie de différent. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres? Eh bien, ce qu'il a de différent, déjà, hop, je prends mon petit schéma. C'est que, jusque-là, eh ben, les récepteurs sensoriels passaient par le système nerveux central. Et bien là, ça ne fonctionne pas comme ça. On a le système nerveux entérique. Donc, système nerveux entérique, tout un ensemble de nerfs qui se trouvent au niveau des intestins et du côlon. Eh bien, le système nerveux entérique, il y a des récepteurs sensoriels à l'intérieur du système nerveux entérique.
qui vont communiquer avec des neurones dans le système nerveux entérique. Et ça, eh bien, ça va envoyer directement des informations aux organes sans passer par le système nerveux central. Ça ne passe pas par le cerveau. Alors c'est très frustrant. Ça va directement des entrailles à ça. Mais alors, mieux que ça, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des récepteurs sensoriels au niveau du système nerveux entérique qui communiquent et qui vont directement agir dans le système nerveux central. Et ça passe par un nerf qu'on appelle le nerf vague. Alors le nerf vague, on connaissait son existence. Et on disait le nerf vague, il permet au cerveau de contrôler les intestins. Manque de bol, c'est totalement faux. Il permet aux intestins de contrôler le cerveau. Plus de 80% des informations qui sont transmises dans le nerf vague vont des intestins vers le cerveau et non pas du cerveau vers les intestins. Donc là, on a un truc, d'habitude, tout passé par le système nerveux central, c'est-à-dire par le cerveau et par la conscience. Et bien là, on a un système nerveux qui est autonome, qui, sans passer par le système nerveux central, donc sans passer par le système des sensations, vient contrôler directement des organes et qui contrôle lui-même le fonctionnement du cerveau. Quand on sait eh bien, que tous ces récepteurs sensoriels sont dans la couche périphérique de la barrière intestinale, sont directement au contact avec la barrière intestinale, sont donc directement conditionnés par l'état direct de nos intestins, par l'état de fermentation, d'irritation, d'inflammation de nos intestins, on comprend que l'état de nos intestins va venir directement conditionner le fonctionnement de nos organes sans même qu'on en ait conscience, et va venir directement conditionner le fonctionnement psychique et cérébral. C'est pour ça que quand on parle, comme a dit Gerson, de deuxième cerveau, vu que le premier cerveau est contrôlé à 80% dans ce sens-là et que ce n'est pas l'inverse, pour moi c'est le premier cerveau. Nos pensées sont des pensées du bide. On pense avec son ventre. À hauteur de 80%. 80%, au moins 80%. On pense avec son ventre. Et d'ailleurs, la preuve que c'est un système nerveux à part entière, c'était la preuve qu'attendait Gerson et qu'il n'avait pas encore, c'est que le neurotransmetteur qui est utilisé là-dedans n'est pas l'acétylcholine, c'est pas la noradrénaline, c'est un neurotransmetteur particulier qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine est le neurotransmetteur. La sérotonine, on vous disait, c'est produit dans le cerveau, cache plus de 75-85% de la sérotonine est produite dans les intestins. La sérotonine est utilisée au niveau du cerveau, mais la très grande majorité de la sérotonine est produite par les intestins. On est une civilisation qui avons mis la tête en avant. Donc tout vient de la tête, on a créé une idéologie, on a créé un modèle explicatif qui met toute la tête en avant. Un peu comme on peut arriver à faire gober à des gens qu'il leur faut du lait pour grandir et avoir du calcium, eh bien on arrive à nous faire gober que tout vient de la tête. C'est archi faux. La sérotonine est majoritairement produite par les intestins. La sérotonine est majoritairement utilisée par les intestins. Les intestins contrôlent directement le fonctionnement de nos organes sans que ça passe par le cerveau, sans que ça passe par la moelle épinière. Les intestins contrôlent directement le fonctionnement du cerveau et pas l'inverse. C'est-à-dire que de l'état de nos intestins, de l'état d'inflammation, de l'état d'innervation, de l'état de distanciation, de l'état de la MERDE qui reste dans nos intestins en permanence, eh bien, va dépendre la réponse nerveuse qui va aller conditionner l'état de notre organe. La mort commence dans le côlon, disait Alexis Carrel. Hein. Mais notre psychisme est l'état de notre côlon. C'est pas Walker qui disait ça? C'est Walker? Bon, il l'a piqué à Carrel. C'est normal Walker? L'amour commence dans le côlon? D'accord, normal Walker. C'est très important, parce que le côlon est certainement l'endroit le plus infect de l'organisme. Et loin. Et à bonne raison, parce qu'on y met n'importe quoi. On y met strictement n'importe quoi, donc le côlon est certainement l'endroit le plus putride de l'organisme. Eh bien, l'endroit le plus putride de l'organisme, c'est notre cerveau. C'est véritablement celui qui conditionne le fonctionnement de nos organes. Donc, vous comprendrez maintenant pourquoi tous les grands hygiénistes ont mis l'accent de façon prépondérante et quasi unique sur l'état des intestins. Les intestins, ils ont quelque chose de particulier. Les intestins, c'est par là que passe toute notre nourriture,
Et c'est par là que sortent tous les que se passe l'élimination, c'est-à-dire le nettoyage de l'organisme. Mais en même temps, c'est par là que passe notre nourriture, et c'est un endroit qui est un marais gluant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui stagnent. Vous imaginez, l'exemple que je donne, c'est le cajou de banane que vous allez acheter chez le grossiste, hein, avant de l'amener dans votre cuisine, hein, vous le faites passer par votre fosse septique. Hein, vous le baladez dans votre fosse septique, histoire qu'il prenne bien la couleur, et puis hop, vous le posez sur la table. Bon appétit, il y a beau avoir une peau sur les bananes, mais quiconque au défi d'y toucher. Eh bien, c'est l'ambiguïté. Nos intestins, à la fois, ils nous servent à l'assimilation, à l'élimination, et ce sont aussi le centre de contrôle nerveux primordial du corps. Donc vous comprenez bien que l'état de nos intestins est extrêmement primordial. Or, dans notre civilisation, eh bien, on met n'importe quoi dans nos intestins. Il s'ensuit ballonnement, troubles gastro-intestinaux divers, putréfaction multiple. Pourquoi? Parce qu'il y a des bouchons, les choses restent. Il y a des gens qui ne vont pas à la selle que tous les 15 jours. Hein. Pendant 15 jours, il y a 15 jours de repas qui restent à l'intérieur, qui macèrent et qui fermentent et qui putréfient. C'est immonde. C'est immonde. L'état des intestins est immonde, et ce qui est immonde, c'est ce qui contrôle au niveau nerveux le fonctionnement de tout notre système nerveux autonome. Pas ragoûtant, hein. John Wayne, puisqu'on était dans les westerns, John Wayne, quand il est mort d'un cancer du côlon. On lui a trouvé 4,5 kg de viande en putréfaction dans le côlon transverse. En plus, quand on sait, et on le verra au niveau nerveux, le côlon transverse, ce côlon-là, hein, enfin qui a rarement cette forme-là, qui est rarement là, d'habitude il se balade en bas tellement il est distendu. Hein. Mais le côlon transverse, il conditionne le fonctionnement psychique directement de l'individu. Eh bien, son fonctionnement psychique, il avait 4,5 kg de bidoche en train de putréfier dedans. Le premier cerveau. Vous avez dit que ça servait à quelque chose de faire toute cette démonstration. Le deuxième cerveau, c'est celui-là. Le premier, c'est celui-là. Comment sont tes intestins? Voilà comment tu manges. Voilà comment tu penses. C'est pas, tu penses, on te dit oui, tu as une émotion et ça te coupe. Non. Tu manges mal et tu as une émotion qui est générée. Le système nerveux entérique, c'est dans toutes les parties des intestins ou ouais. Sur des endroits? Ouais, oh ben non, c'est. Tu as. En fait, tu as les intestins et le côlon d'ailleurs, hein, les deux. Oui, mais je voulais pas couper le film. C'est une cellule nerveuse qui est située sur la paroi des intestins. Exactement. Ben, tu vas voir, tu as tes intestins. En fait, si c'est les intestins, tu as des trucs qu'on appelle les villosités intestinales. C'est les petites tentacules là, qui servent à augmenter la surface d'absorption et d'élimination. Et puis alors, les ganglions nerveux, donc les récepteurs nerveux avec les axones et tout, mais ils sont là, ils sont dans la paroi à contact immédiat. Or, tous les aliments et ainsi de suite, ils passent comme ça. Hein, et tout ce qui putréfie là, hein, qui arrive à passer parce qu'il y a une hyperperméabilité intestinale, parce que la membrane est enflammée, eh bien, ça passe à ce niveau-là, et ça vient exciter ça. Et ça, sans te rendre compte, eh bien, ça va venir conditionner le fonctionnement de ta vessie, de ton foie, de tes glandes surrénales. Et en iridologie, on le verra vraiment, au niveau des yeux, on voit la pupille est là, là il y a les intestins et le côlon, et bien on voit littéralement des lignes noires, qu'on appelle des rayons solaires, des radii solari, partir de la zone intestinale et venir toucher les organes concernés. Mais là, c'est réellement un arc réflexe nerveux de toxicité qui vient directement concerner l'organe. Ça veut dire que simplement, eh bien, le ganglion nerveux correspondant à cet organe-là, eh bien, il est excité par une putréfaction particulière à cet endroit-là, par une lésion particulière à cet endroit-là, et que ça vient conditionner le mauvais fonctionnement de cet organe. Qu'est-ce que c'est la différence entre ganglion nerveux et cellules nerveuses? Est-ce que les ganglions, c'est un amas de cellules cellules nerveuses. Elles sont des petites poches entrées pour faire la fête. Donc, voilà exactement ce qui se passe. Système nerveux entérique. Et c'était très important de comprendre ça parce que vous allez voir à l'échelle de l'œil l'importance colossale qu'ont les intestins. Dans l'œil, les intestins, eh bien, ils sont au centre. Ils sont au centre et tout part d'eux. Un œil, c'est circulaire. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que, vous voyez la pupille c'est noir, il n'y a pas grand chose à en dire. Et juste après, il y a l'estomac et les intestins. Et d'eux, tout le reste se déploie. Bien littéralement, nous sommes des intestins développés. D'ailleurs, on le voit au niveau embryonnaire. La première des choses qui se développe au niveau embryonnaire, c'est un intestin. On a un intestin géant qui se déploie et nos organes
si vous voulez, au tout début, hop, j'ai des belles chartes, là, je vais les sortir. Au tout début, eh ben, on a une petite forme d'intestin comme ça, puis il y a une partie, une excroissance qui se fait qui ressemble au cerveau, et puis petit à petit, il y a des sortes de petites vésicules qui se forment là, et puis qui vont se détacher. Mais ça, c'est les organes au niveau embryonnaire. Si vous voulez, au niveau embryonnaire, au bout d'un moment, on va avoir ça. Et puis ça va se couper, ça va devenir le foie, les choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a un lien nerveux toujours qui est présent là, c'est que ça correspond à l'endroit où il y avait la jonction entre l'organe et le tissu des intestins. Pour savoir un petit peu le lien entre organes et parties des intestins, le docteur Jensen, auquel je vais me référer pas mal quand j'ai parlé d'iridologie, puisque je me prétends de son école et de son enseignement, et qui est certainement l'une des personnes qui a le plus pratiqué l'iridologie. On dit qu'il a vu à peu près 350 000 à 400 000 pères Dieu dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui avait une expérience colossale, a fait une cartographie. C'est-à-dire qu'il dit, eh ben, à tel endroit du côlon transverse correspond tel organe, à tel endroit correspond tel organe, à tel endroit correspond tel organe. Et donc c'est intéressant. Je vous l'avais là, pour visu. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause. Ah ouais, il est 5 heures quand même, on s'est fait une bonne pause là. On se fait une petite pause, un quart d'heure, 20 minutes. Après, on pourra faire quelques petites questions sur les nouvelles précisions. Puis après, on verra que tout ce que je vous ai dit là, c'est entièrement faux, qu'en 92, ça a été encore changé. Ok, on se fait 20 minutes de pause. Thierry ?